Et voilà, on commence la VOD du Tech Talk tranquillement. Et on va commencer tranquille. On va commencer tranquille. Au programme, on va parler, bon, vous le savez, beaucoup de Ryzen, très clairement. On va un petit peu parler d'Intel. On va un petit peu parler d'NVIDIA. Et on va parler de hardware en général. On va parler un petit peu de VGA. On va parler de téléphone. On va parler console avec la Switch. On va parler encore téléphone avec des renouveaux, les relucas du Nokia 3310, et on va parler craquage de mot de passe. Par contre, oui, tu peux pas faire de SLI avec la 1060, effectivement. Et on commence par les cartes EVGA. EVGA, pour ceux qui ne sont pas au courant, a un système de refroidissement qui s'appelle le ACX, qui s'est développé pendant le temps. Donc sur les premières cartes que faisait EVGA, on avait le ACX 1.0, puis le ACX 2.0, et sur les cartes Pascal, donc 1060, 1070, 1080, on avait le ACX 3.0. Pour ceux qui ne le savent pas, certaines des cartes ont été promptes à quelques brûlures, on va dire. Les cartes chauffaient trop, certaines des cartes chauffaient trop, parce que le système de refroidissement n'était pas tout à fait au point, c'est-à-dire qu'il manquait un petit peu des pads thermiques à certains endroits, ce qui faisait que les étages de VRAM, je crois, non, c'était peut-être les étages d'alimentation, avaient tendance à surchauffer et ça avait posé problème sur certaines cartes où ces étages d'alimentation avaient carrément brûlé, ce qui rendait la carte inutilisable. Bon, VGA avait décidé, était au courant du problème et acceptait de remplacer les cartes. Il mettait même à disposition des mises à jour du BIOS de la carte pour faire tourner les ventilateurs un petit peu plus vite pour contrer le problème. Il mettait à disposition des petits kits de pads à installer sur ces étages d'alimentation pour les refroidir un petit peu. Bon, ça impliquait de démonter sa carte, etc. C'était des solutions un petit peu temporaires, on va dire. C'était des solutions, c'était du bricolage. Voilà, c'était du bricolage. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de sortir un nouveau modèle de refroidissement qui s'appelle le ICX, qui, grosso modo, d'un point de vue esthétique, change pas grand chose à l'ACX qu'on connaît habituellement. Comme vous le voyez, on est toujours un petit peu sur le même design et tout qu'on avait sur les ACX 3.0. Ils ont juste changé la disposition des pipes, donc des heat pipes et des pads pour le refroidissement et aussi des petites ailettes de radiateur, etc. Donc ils ont revu le PCB de la carte, ils ont mis un petit peu de son, ils ont rajouté quelques sondes thermiques. Ils en ont rajouté il y en a un sur le GPU, comme d'hab, sur le chipset. Il y en a 3 pour la mémoire et 4 pour les phases d'alimentation. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et vous pouvez, via le logiciel de VGA, suivre en direct les températures de ces cartes et même mettre le système RGB de votre carte graphique en lien avec les températures. Voilà, voilà. Ou avec une diode, en gros, grosso modo. Il y a une espèce de diode sur la tranche de la carte qui fait que, genre, si c'est bleu, les températures sont bonnes. Si c'est vert, c'est chaud mais ça va. Et si c'est rouge, c'est vraiment très très chaud. Voilà, et puis c'est le système qui est maintenant disponible sur quasiment toutes les cartes GTX 1060, 1070 et 1080 de chez VGA. On va parler un petit peu euh, de Dr. Delid, qui est un delete tool fait par Aquacomputer. Donc à quoi ça sert? Ça sert à décapsuler son processeur. Donc voilà. Euh, c'est un outil assez pratique pour les clockers ou pour ceux qui comptent overclocker leur processeur. C'est un outil qui n'est pas fait pour tout le monde. De base, décapsuler son pros, peu de personnes le font. C'est-à-dire que sur 100 personnes, je pense qu'il y a peut-être 2 personnes ou 3 personnes qui l'ont fait. Voilà, ou qui le feront. Tout ça pour changer la pâte thermique entre le socket et la capsule. Donc il y a moyen de faire ça à la main, de bricoler des petits trucs, etc. De faire ça avec des petits des cutters et tout, et d'arriver à ouvrir le pros. Mais sinon, il y a des espèces de petits outils qui existent qui viennent un petit peu pousser le, la partie supérieure du pros pour un peu cisailler la pâte thermique. Et après, tac, la partie s'enlève et elle se décapsule. Vous pouvez laver la pâte thermique, changer et remettre la capsule. Donc ça ressemble un petit peu à ça. En gros, vous mettez votre processeur et puis là, avec la petite vis, vous venez tourner. Puis ça vient appuyer et pousser le dessus de votre pros. Et tac, ça le décapsule. Voilà, voilà.
Donc Delid fait ça. Enfin, le Delid est un outil qui fait ça. Il est mis en place par Aqua Computer et il est vendu à 30 euros. Ce qui est quand même assez peu cher et ce qui peut s'avérer quand même assez utile. Vous voyez un petit peu comment ça marche, grosso modo. Regardez. Voilà comment ça marche. C'est assez simple, c'est hyper simple. Quand on a un bon outil pour le faire, c'est quand même hyper simple à faire. Et ça devrait être disponible très bientôt. Bon, on va rentrer dans le gros, dans le vif du sujet. Je pense que là, le sujet que vous attendez tous. On va parler en long, en large et en travers de AMD Ryzen. AMD has risen. Bref. Donc, les premiers benchmarks. J'ai fait ça par ordre chronologique au niveau des news. On a les premiers benchmarks qui sont tombés pour les différents pros. Ensuite, on a eu les prix, les disponibilités. On va regarder tout ça. On commence par les premiers benchmarks sur Firestrike Physique, où on a le bench de 4 processeurs Ryzen différents. AMD Ryzen ZD à 4 GHz. Un autre à 3,4 GHz, un autre à 3,3 et un dernier à 3,2. Donc le premier, c'est un benchmark historique, puisque c'est le premier CPU AMD à dépasser apparemment la barre des 20 000 points sur Firestrike Physique. Donc 20 249 points. Il se place légèrement au-dessus du i7 6800K. Et c'est un processeur Ryzen à 8 cœurs avec 16 cœurs logiques. Donc 8 cœurs plus hyperthreading. Le Ryzen à 6 cœurs, qui est celui-là, se place juste en dessous du 6850K. Et tac. Et le modèle à 4 cœurs, qui est celui-là, se place entre le 7700K à 4.8 GHz et le 7700K à 4.5 GHz. C'est-à-dire qu'ils ont pris un 7700K, ils l'ont overclocké un petit peu, et ils ont pris le 7700K de base, et en gros le processeur à 4 cœurs de chez Ryzen se place juste entre ces deux-là. Ça c'est du Ryzen 6 cœurs, et ça c'est du Ryzen 8 cœurs, et ça vient un petit peu chatouiller, tu vois. On est quand même 200 points au-dessus du 6800K, et on est 100 points en dessous du 6950X qui lui a 10 cœurs. Ce qui est quand même assez fou. Ensuite, apparemment, les processeurs de chez AMD seraient assez puissants pour créer un bottleneck pour faire plier la Titan X, grosso modo. Grosso modo. C'est un benchmark qui a été fait. Je crois que ça a été montré lors d'une conférence. Et en gros, ce que les benchmarks ont mis en avant, c'est que les processeurs vont fournir une puissance suffisante pour qu'une Titan X puisse fonctionner sans goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il y aura zéro bottleneck de la part du processeur pour que la Titan X fonctionne à son plein potentiel, par exemple. Parce que souvent, ce qui peut arriver quand vous avez vraiment des cartes très très haut de gamme, c'est que votre processeur va pas être tout à fait assez puissant pour utiliser le plein potentiel de la carte. Donc c'est des choses qui peuvent arriver légèrement, ça arrive de temps en temps, ça arrive un petit peu, c'est-à-dire si jamais vous avez ne serait-ce qu'un i5 6400 et une 1070, bah par exemple sur certains jeux, votre processeur va être très utilisé, votre carte aussi, mais si vous augmenteriez votre processeur, votre nombre d'images par seconde augmenterait peut-être légèrement parce que votre processeur arriverait à envoyer plus d'informations à votre carte et lui demander de faire plus d'opérations par seconde. C'est-à-dire que des fois il y a des tout petits bottlenecks qui vous feraient gagner 4-5 FPS si vous changez de processeur par exemple. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive quand même souvent. Et ben apparemment du coup AMD Ryzen pourrait faire tourner BF1 en 4K à plus de 70 FPS comme l'Intel 6900K. Le problème c'est que les 70 images par seconde, ça correspond au goulot d'étranglement de la Titan X. C'est pas le processeur qui fait un bottleneck, c'est la Titan X. Et grosso modo là, on a le cas inverse. On a le cas où le processeur est beaucoup plus puissant pas beaucoup plus puissant que la carte graphique, mais est
suffisamment puissant pour utiliser entièrement la puissance de la carte graphique et que ce soit la carte graphique qui bottleneck les performances. C'est-à-dire que là, le seul moyen de gagner en performance, ça serait d'augmenter la carte graphique, de mettre un SLI, Titan X, etc. etc. Voilà. Et on continue avec des benchmarks, encore plus de benchmarks, des benchmarks partout. Donc là, on a le benchmark du Ryzen 1600X. Un processeur à 260$. Benchmark qui ont été faits sous Cinebench. Et sous Cinebench, ce petit processeur, avec un TDP de 95 watts, est légèrement plus rapide que l'Intel 6800K, qui lui a un TDP de 140 watts et qui vaut, on se le rappelle, 430$. 430$. Donc en gros, là ce que montrent les benches, ce qu'ont montré tous les benches, c'est que les processeurs de chez AMD arrivent à égaler les performances des processeurs de chez Intel pour la moitié du prix, grosso modo. C'est-à-dire que là, on a un processeur à 260$ qui est légèrement plus performant qu'un processeur à 430$ de chez Intel. Donc comme vous pouvez le voir ici, le Ryzen 5 1600X, 259$, en multithread, donc en test multicœur sur Cinebench R15, on est juste au-dessus du 6800K. Et puis vous voyez que les TDP sont quand même vachement intéressants, parce qu'on est sur un processeur qui a un TDP de 95 watts, alors que les autres sont à 140 watts, ce qui est quand même 45 watts au-dessus. Ouais, 45 watts au-dessus, ce qui est quand même pas négligeable, ça fait genre plus de 50% au-dessus. Plus de 50% au-dessus. Voilà. Donc, on a également des tests sur d'autres choses, je vous inquiétez pas, on va en parler après. On va regarder un petit peu les benchmarks qui ont été faits pour chaque processeur Ryzen. Ça va être plus intéressant comme ça, parce qu'ils sont un peu tous résumés dans chaque article, mais on va passer en revue chaque processeur. On passe maintenant sur le Ryzen 7 1700X. Cette fois-ci, un processeur avec 8 cœurs. Je pense que le 1600X était un processeur avec 6 cœurs. 6 cœurs et 12 cœurs logiques. Donc 6 cœurs physiques, 12 cœurs logiques, le 1600X. Là, on passe sur le 1700X, 8 cœurs logiques, 8 cœurs physiques, 16 cœurs logiques. Donc lui coûte 389$. Donc 390, 400$. Et il a réussi à atteindre les performances d'un processeur qui coûtait presque 1000$. Presque 1000$. Grosso modo. Alors, est-ce que les graphiques sont tout beaux? Les graphiques sont pas très beaux. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Il faudrait que je les prenne. Il faudrait que je les affiche en grand. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir. On va regarder benchmark suivant. On passe encore sur la version au-dessus. Le Ryzen 7 1800X. Encore un processeur à 8 cœurs. Encore un processeur à 8 cœurs. 8 cœurs physiques, 16 cœurs logiques. Et lui, il a réussi à battre ou à égaler un processeur de Intel à plus de 1000$ également qui a aussi 8 cœurs. Et c'est également le même problème avec les graphiques. Donc on va repasser sur cette news là où il y a des graphiques qui sont un petit peu plus détaillés. Donc comme vous pouvez le voir, sur 3D Mark Firestrike, le R7 1700X non OC ou EC arrive un petit peu près à matcher les performances du i7 7950X. Donc en gros, un processeur qui coûte, qu'on se le dise, un processeur qui coûte 430$, un processeur qui coûte, non, l'autre il coûtait combien? Le 1700X coûte 389$, donc un processeur qui coûte 389$ match les performances quasiment du 6950X, il bat le 6900K. Donc en gros, il se situe entre un processeur qui vaut 800$ et un processeur qui vaut 999$ pour 389$. À côté de ça, le R5 1600X bat un processeur qui vaut 430$.
le 6800K. Ce qui est quand même assez impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement bon et extrêmement impressionnant. Et ce qu'on peut voir, c'est que même en single core performance, par exemple le Ryzen 5 1600X arrive à battre le 6800K, le 6900K et même le 6850K. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte l'aspect multi-cœur, hyper-threading et tout, si on prend l'aspect simplement single core, cœur par cœur, là où généralement AMD avait beaucoup de mal, c'est-à-dire que AMD était bon, arrivait à être compétitif parce qu'ils avaient beaucoup plus de cœurs que Intel. C'est-à-dire que leurs processeurs avaient 8 cœurs alors que les processeurs Intel en avaient 4. Les FX avaient 8 cœurs, ce qui faisait qu'en gros, ils arrivaient un petit peu à rattraper leur retard au niveau des performances et à être presque aussi performants que certains processeurs Intel parce qu'ils avaient plus de cœurs. Du coup, au niveau des applications multi-cœur et multi-thread, AMD s'en sortait. Par contre, si vous preniez la performance d'un single cœur sur AMD, si vous regardez la puissance d'un cœur tout seul, et ben généralement la puissance d'un cœur tout seul était moins bonne que les puissances fournies par Intel. Mais le truc c'est que comme il y avait plus de cœurs sur les AMD, ça se compensait. Et ben là, même si vous regardez les single core performance, AMD est dans la course. AMD bat Intel pour moins cher, ce qui est assez impressionnant. On a des processeurs qui coûtent moitié moins cher et qui sont aussi performants. C'est oufissime. Si jamais ça bug, F5, parce que moi ça bug pas. Bon, qu'on se le dise, hein, moi ça ne bug pas du tout, mais bon. Alors. On va continuer sur Ryzen de toute façon. Donc, Ryzen, ça va sortir. Enfin, ça va sortir. Ça va être annoncé le 28 février. Grosso modo, c'est ça. Là, les grosses rumeurs disent que tous les médias, tous les blogs, toutes les chaînes de tech, tous les sites d'high-tech, genre Tom's Hardware, WCCF Tech, toutes les grosses chaînes YouTube également, je pense Linus Tech Tips, etc., Hardware Canucks, Paul's Hardware, etc. Ils ont tous des samples et des review samples d'AMD Ryzen. Ils ont tous reçu des processeurs AMD Ryzen déjà. Techniquement, tous les review samples sont déjà dans la nature et ont été déjà donnés à tous les gens qui pouvaient écrire des articles dessus et faire parler d'AMD Ryzen. Le seul truc, c'est que pour l'instant, je pense qu'ils ont des NDA, donc Non-Disclosure Agreement. Ils peuvent pas en parler avant le 28 février. Donc 28 février, tout va sortir, etc. Il y aura full news, je pense qu'il y aura déjà full benchmark, etc. Et c'est également normalement la date à laquelle AMD va officiellement annoncer Ryzen peut-être. Enfin, c'est la date où l'embargo est fini. Le 28 février, vous allez pouvoir entendre parler d'AMD Ryzen complètement avec des reviews, des tests, etc. La date de lancement officielle par AMD, c'est le 2 mars, où ils sont commercialisés. Mais vous allez commencer à en entendre parler à partir du 28 février. On va un petit peu continuer là-dessus. Je vous disais, Ryzen, ça se lance le 2 mars. On a également toutes les cartes mères en AM4 qui vont se lancer, parallèlement au lancement des processeurs, parce que les processeurs vont être disponibles, je pense, soit directement le 2 mars, soit très peu de temps après, genre une semaine après, ils vont déjà être disponibles à l'achat, etc. Donc il y a toutes les cartes mères qui vont également être disponibles et sortir. Donc on a pas mal de cartes mères. Alors je vais essayer de vous les trouver. Tac. On a beaucoup de cartes mères. Donc on a d'abord les plateformes X370 qui vont sortir, ces chipsets X370 qui vont être le chipset haut de gamme et fait pour l'overclocking, qui vont soutenir le Crossfire, le SLI, qui vont avoir des lignes PCI Express, 8 lignes PCI Express, vont supporter l'USB 3.1 en Gen 1, Gen 2, vont avoir beaucoup de ports USB 2, jusqu'à 6 SATA, 6 Gigabits, avoir 4 slots de RAM DDR4, supporter la mémoire NVMe,
et généralement être au format ATX. Donc on a toute une line-up de cartes ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI qui font des cartes. On va en reparler un petit peu, j'ai un petit peu de news après. J'ai un petit peu de news sur les cartes mères AM4, à commencer par les nouvelles cartes MSI avec les chipsets X390, X370, B350 et A320. Et on commence par une grosse carte quand même qui est la X370 Power Gaming Titanium qui va être vendue au prix de $300 US. Donc là c'est clairement une carte très très haut de gamme. Je pense que c'est une carte que je ne conseillerais pas d'acheter pour AMD Ryzen. Je pense que c'est une carte que je ne conseillerais pas d'acheter. Donc on va voir les cartes. Vortex pour MSI. On va avoir... Est-ce que ça... Non, ça c'est juste un détail des différentes technologies sur les cartes. AM4+, AM4. Est-ce que j'ai un line-up? Ouais, j'ai un line-up. Donc X370, X-Power Gaming Titanium. $300. Elle est jolie, en blanc. C'est quand même pas du tout dégueu. Waouh. Hey, quand même. Elle est vraiment pas mal. Donc il y a un switch dossé du BIOS, il y a des reset power switch, il y a de l'USB 3.1 en interne que vous pouvez utiliser pour booter le BIOS depuis un espace de stockage externe, genre une clé USB, etc. Il y a des inputs sortis en entrée-sortie, il y a des ports PS2, il y a 7 USB 2, il y a 8 USB 3, il y a 2 USB 3.1, type A plus type C, il y a du LAN, il y a de l'HDMI, du DisplayPort, et il y a des audio jack pour du channel 7.1. Ensuite, on aura la série des Gaming Pro Carbon, toujours en X370. Donc là, vous allez avoir 3 lignes PCI Express 3.0, sachant qu'il y en a 2 qui sont renforcées avec les petits trucs en métal. 3 PCI Express 3.0 en une fois. Vous avez 2 slots M.2 pour des SSD. Vous avez 6 SATA 3.0. Ouais, 6 SATA 3 à 6 GB. Tac. Et vendu aux alentours des $179. Donc c'est quand même beaucoup moins cher, beaucoup plus abordable. Ça c'est une carte plutôt qui serait beaucoup plus abordable que celle-là. Et que je conseillerais plus que la Titanium. Je pense que les Titanium, je dirais à personne de l'acheter. Ensuite, vous avez les B350 Tomahawk Gaming, aussi vraiment pas dégueu, un look un petit peu armé, etc. Donc toujours, on retrouve les 4 slots de DDR4. On retrouve seulement 2 PCI Express 3.0 en 16 fois, 2 PCI Express 3.0 en une fois, et 2 slots PCI simples. Il y a aussi un M.2 par rapport aux 2 qu'on avait sur le X370. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 SATA qu'on voit ici, là. 4 ports SATA. Il y a une connectique avant pour de l'USB 3.0 et ça serait vendu aux alentours des $110. Ensuite, on a des cartes plutôt en B350M Gaming Pro et A320M Gaming Pro. Donc 2 chipsets un petit peu différents, certainement au format micro ATX comme vous pouvez le voir ici. Donc des formats un petit peu plus petits, mais des cartes qui vont du coup coûter un petit peu moins cher, donc aux alentours des entre 80 et $60 US, dépendamment des cartes. Voilà. Bon. Et encore plus de cartes. Encore, toujours fucking plus de cartes. Parce que bon, il n'y a pas que MSI qui fait des cartes, il y a aussi Asus, Gigabyte, ASRock, etc. Donc là, on a toute la line-up des différentes cartes. Que ce soit chez MSI, chez Asus, chez Aorus ou encore chez Gigabyte. Donc là, on retrouve les MSI dont on vient de parler. Comme vous pouvez le voir, B350 Tomahawk, $110, B320 Mortar, $90 du micro ATX avec quand même 4 slots de DDR4, 2 ports PCI Express, je pense 4 ports SATA possiblement, il y a même un port M.2 ici, et niveau connectique ça a l'air quand même pas mal fourni. Là A320M avec 2 ports SATA seulement, on n'a pas de M.2, on a 2 slots cette fois-ci pour la RAM, un port PCI Express. Bon ça coûte $60, ça fait quand même 60€, c'est pas très cher. Du côté de chez ASRock, X370 Tachi, plutôt stylisé aussi. Je vous avouerai que je peux pas vraiment voir ce qu'elle a au niveau de la connectique. Et si on voit un petit peu plus ici, 3 ports PCI Express 3.0 en 16 fois,
2 slots M.2, on a fucking shitload de SATA, 4 ports pour la DDR4, on a pas mal de... on a l'air d'avoir 4 ou 6 USB 3.0, 2 USB type C ici, on a du Wi-Fi je pense, qui est quand même pas dégueu sur une carte mère en format ATX, la X370 Fatality, qui doit ressembler un petit peu près à la même chose, mais au niveau de la connectique, ça a l'air d'être un petit peu pareil. Je vous avouerai, ça a l'air d'être un petit peu la même chose. On a aussi 2 slots M.2, on a toujours les 3 ports PCI Express 3.0. Je pense que ces deux cartes sont un petit peu près similaires, ça doit juste être au niveau de la... potentiellement du design et de certaines fonctionnalités sur la carte mère qu'elles sont un petit peu différentes. On a la X370 Fatality Gaming K4. La X370 Killer SLI, donc ouais aussi ça doit être différent suivant les protocoles qu'elles prennent en compte, SLI, pas SLI, etc. Donc là on n'a qu'un seul port M.2, on n'a que 2 ports PCI Express 3.0, on a quand même le Wi-Fi, très très bon point le Wi-Fi, on a plus de USB apparemment. Bon, ASRock fait beaucoup trop de cartes mères, X370 Killer SLI, sans la même que celle d'au-dessus mais sans le Wi-Fi, qu'on se le dise. La AB350 Gaming, donc des chipsets en B350. La Pro 4 en format micro ATX et la A320M, toujours format micro ATX. On a ensuite les cartes de chez Gigabyte. Oh là là, la Gigabyte qui a fait les cartes Aorus, putain j'arrive pas à prononcer ce truc. AX370 avec, là il nous rajoute pas mal de LED, il nous rajoute pas mal de RGB, des slots de RAM illuminés, de l'éclairage là, de l'éclairage là, de l'éclairage sur les différents slots PCI Express. Beaucoup de cartes mères, je pense que je vais pas tout détailler, mais comme vous pouvez le voir on a une grosse line-up, grosse line-up au niveau des cartes mères, chez Asus également avec des cartes qui sont vraiment pas dégueu non plus. Et chez Biostar également, une marque que je ne connaissais pas. Donc grosse line-up de cartes mères. Je vous avouerai que dans l'article, bon comme d'habitude vous pouvez retrouver les articles, les liens des articles dans la description. Il y a tout le détail au niveau des différentes technologies et des différentes entrées-sorties, puis des différentes caractéristiques de toutes ces différentes cartes mères pour chaque marque. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc là on est du côté des Messi, vous pouvez voir quel type de format c'est, quel type de socket, combien vous avez d'alimentation pour le processeur, comment se fait l'alimentation de la carte mère, c'est quoi la RAM supportée, jusqu'à quelle vitesse et combien vous êtes port SATA, combien vous êtes port PCI Express, est-ce que vous avez des M.2, est-ce que c'est, etc., et également les prix. Donc, en parlant des prix des cartes mères, il semblerait que AMD Ryzen fasse des prix pour ces cartes mères qui soient légèrement plus faibles que ce que fait Intel. Donc, on va s'attendre à avoir des cartes mères qui soient apparemment 10% moins chères que celles d'Intel. Donc, que ce soit du côté de chez Asus, DMSI ou Gigabyte, il semblerait que AMD ait une volonté de faire des cartes mères qui soient plus abordables que les cartes mères avec des chipsets Intel. Du coup, les chipsets AM4 et les cartes mères en chipset AM4 seront un petit peu moins chers et donc un petit peu plus économiques. Et je pense qu'ils font ça pour essayer de ramener plus de gens et d'attirer un petit peu la clientèle. Voilà. Intel jusqu'à la mort. Sur la Intel, oui. Ensuite, bon, pour résumer Ryzen, parce qu'il faut qu'on résume un petit peu. Il y a 17 processeurs au final qui sont prévus sur AMD Ryzen. Donc on a vu les benchmarks, c'est assez bon, c'est même plutôt très bon, voire même excellent. On a également les prix qui sont associés. On a une date de sortie le 2 mars, une date de commercialisation et d'officialisation qui est le 2 mars, une date d'embargo et de fin de NDA qui est le 28 février. Et on a également des nouveaux ventirades. Donc voilà un petit peu ce qu'on sait sur les processeurs Ryzen à l'heure actuelle. Les Ryzen 7 qui seront le haut de gamme, très haut de gamme de chez Ryzen. Les Ryzen 7 1700, 1700X et 1800X. Et ensuite Ryzen 5 avec pareil 1400X, 1500, 1600X et ensuite Ryzen
Il y a 1300 aussi. Et ensuite Ryzen 3, les deux processeurs ici, Ryzen 3 1100 et 1200X. Grosso modo. Ici on a le détail un petit peu plus complet de ces différents processeurs. Donc en gros les gammes R7, R5 et R3 correspondent au nombre de cœurs des processeurs. On va commencer par les R3. Les R3 sont des processeurs avec 4 cœurs sans hyperthreading. Donc que ce soit R3 Pro 1100, R3 1100, R3 Pro 1200, R3 1200X, à chaque fois c'est 4 cœurs logiques et 4 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. On connaît les vitesses un petit peu de ces processeurs là, donc ça oscille entre 3,2, 3,4 GHz et 3.8. Ils ont tous des TDP de 65 watts, c'est Ryzen R3, et des prix qui varient entre 120 $ et 150 $, grosso modo. Donc les versions Pro sont censées être des versions qui sont plus overclockables, les versions X également je crois, sont censées être des versions qui sont faites pour l'overclocking, et qui sont censées s'overclocker un petit peu mieux que le reste des puces. De la même façon, la gamme R5, là on a des processeurs, on a deux types. On a les processeurs 4 cœurs avec hyperthreading, donc 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques, qui sont tout ce qui est R5 1300 à 1400X. Voilà. Avec encore une fois des vitesses qui vont entre 3,2 GHz et 3,5, 3,8, 3,9. La même quantité de cache, 8 MO, le même TDP, 65 watts, mais des prix un petit peu plus élevés. On se situe entre les 165 $ et les 200 $. Ensuite, on passe sur les R5 1500 à 1600X. Là, on est sur du 6 cœurs, 12 fils. Donc 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques. Grosso modo. On double la quantité de cache, on passe à 16 MO. Pour les catégories 1500, on reste sur 65 de TDP, 65 watts. Et quand on passe sur les R5 1600, on est à 95 watts de TDP, ce qui est légèrement supérieur. Et on a des prix qui sont entre 220 et 260 $. Avec des vitesses qui tournent toujours aux alentours des 3.2 GHz, 3.4 et 3.5, 3.7 en turbo. Donc ce qui sont des vitesses un petit peu standards, grosso modo, ce que je dirais. C'est les vitesses qu'on retrouve un peu chez Intel. Bon, bien sûr, ces processeurs seront quasiment tous overclockables. Ils seront tous overclockables, mais certains des pros s'overclockeront mieux que d'autres. Donc il y en a qui seront prédestinés à l'overclocking. Et ensuite, on se retrouve avec la gamme R7, qui là concerne les processeurs très haut de gamme, et on est sur du 8 cœurs avec hyperthreading. Donc là, on est vraiment sur le très haut de gamme entre les processeurs 1700 et 1800X. On a des vitesses qui sont à peu près pareilles, qui montent légèrement plus haut pour le 1800 et 1800X. On est toujours à 16 MO de cache. Le TDP reste à 95 watts. Et là, on a des prix qui sont légèrement plus hauts. On commence à 300 $ et ça va jusqu'à 500 $ pour le processeur le plus puissant de chez AMD Ryzen, qui sera le R7 1800X, mais qui apparemment met la douille à un processeur à plus de 1000 $ de chez Intel. Donc bon, ça reste très très abordable. Et avec ces nouveaux processeurs, on a 3 nouveaux ventirades qui viennent, suivant le TDP de votre pros et suivant si vous optez pour une version X ou non X. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple le R3 Pro 1100 ou le R3 ou le R5 1300, qui ont tous les deux 65 watts de TDP, vous vous retrouverez avec ce ventirad-ci. Ce ventirad-là. Si vous achetez un R5 ou R5 Pro 1600 ou un R7 1700, pas 1700, un R7 1800, 95 watts de TDP, vous vous retrouverez avec ce ventirad là, qui lui permet d'avoir un TDP, a une dissipation plus élevée que celui-là et qui peut supporter les processeurs ayant un TDP de 95 watts. Si jamais vous achetez un processeur labellé X, qui sont les processeurs qui sont censés être prédestinés pour l'overclockage, donc c'est ceux qui vont s'overclocker le mieux et donc que les gens vont certainement pousser le plus à bout. Donc R5 1600X, R7 1800X, 1700X, etc. Vous aurez un truc un petit peu plus performant comme les nouveaux ventirades qu'avait sorti AMD, les Wraith Cooler. Voilà.
Donc je sais pas si le prix qui est ici par contre est donné avec ou sans le ventirad d'origine. Parce qu'il est possible que AMD vende des processeurs sans ventirad. C'est-à-dire que tu peux acheter ton processeur pour 110$, mais tu n'as pas le ventirad. Et si tu veux l'acheter avec le ventirad, par exemple, de 65 watts, bah ça sera peut-être 125$. Ça sera peut-être 15 ou 20$ de plus pour l'avoir avec le ventirad. C'est possible qu'ils fassent à chaque fois 2 versions comme ça pour chaque modèle. Une sans ventirad et une avec ventirad. C'est possible. Donc voilà, Ryzen qui promet de très très belles choses. Alors, je vais nuancer un petit peu. Je vais nuancer parce que récemment, j'ai eu un talk avec un mec de chez Nvidia. Je lui ai demandé s'il craignait Vega. Je lui ai dit, je lui ai posé clairement la question, je lui ai dit, est-ce que vous avez peur de Vega? Genre, du côté de Nvidia, genre, ça serait légitime d'avoir un petit peu peur parce que ça a l'air d'avoir des grosses performances. On a parlé de Vega, mais c'est applicable à mon avis à Intel et AMD pour Ryzen. Genre, est-ce que Intel a peur d'AMD Ryzen? Et il m'a répondu, bon, en même temps c'est un mec de chez Nvidia, il m'a répondu non, absolument pas, on n'a pas du tout peur, parce qu'en fait, il ne voit pas comment, d'un point de vue technologique et performance, les nouvelles cartes Vega de chez AMD pourraient mettre au tapis les cartes Nvidia. Parce que Nvidia a dépensé plus du double en recherche et développement pour mettre au point les architectures Pascal et toutes les technologies qui vont avec. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit comment est-ce qu'avec la moitié du budget qu'a dépensé Nvidia, AMD pourrait nous surpasser. Genre, il nous dit technologiquement et technologiquement, c'est genre pas possible. Genre, à moins qu'ils aient trouvé une idée magique, etc. Genre, waouh, une méthode révolutionnaire que personne n'avait penché chez Nvidia, auquel personne n'avait penché chez Nvidia, etc., etc. Le mec me disait genre, AMD a dépensé tant d'argent pour le développement de Ryzen et de Vega. Ils ont dépensé genre pour les deux plateformes CPU et GPU, AMD a dépensé tant d'argent en recherche et développement. Je crois que c'est genre 1 milliard ou un truc comme ça, ou 1,5 milliard d'euros. Enfin 1,5 milliard de dollars pour développer Ryzen et développer Vega. Et il me dit comment est-ce que c'est possible que genre Nvidia qui a dépensé 3 milliards, donc 2 fois plus d'argent en recherche et développement seulement sur des GPU, parce que Nvidia fait pas de processeurs, donc seulement sur Pascal et sur Volta, etc. Nvidia a dépensé 3 milliards de dollars, donc ce qui est le double de ce qu'a dépensé AMD pour développer à la fois Ryzen et à la fois Vega. Il me dit genre on n'est pas stupide, genre on a les mêmes idées, on fonctionne à peu près pareil, on développe à peu près les mêmes choses. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'ils pourraient technologiquement nous battre avec la moitié du budget? Et je me dis que du côté d'Intel, le problème est un petit peu similaire. C'est que en gros, Intel sait très bien ce qui se passe. Ils vont se faire un petit peu défoncer par AMD, surtout au niveau des prix. C'est-à-dire qu'au niveau des performances, les processeurs de Intel et Ryzen vont être à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on va retrouver des processeurs très haut de gamme qui vont fonctionner et qui vont avoir à peu près les mêmes performances. CF, le R7 1800X, qui va pouvoir compétitionner avec le 6950X ou avec le 69 1000K, le 6900K. Les R5 1500X qui vont pouvoir, ou 1600X qui vont pouvoir rivaliser avec le 6800K, etc. Et puis les R5 1300 ou R3 1200X qui vont compétitionner avec tout ce qui est i5 6600K, 7600K, les i7 mainstream comme le 7700K, etc., etc. Au niveau des performances, AMD revient, mais c'est juste qu'à mon avis, Intel le sait très bien, mais c'est juste que Intel profite juste de son monopole sur le marché pour juste laisser et mettre les prix qu'il veut et laisser les prix qu'il veut. C'est tout. Je pense juste que quand Ryzen va sortir, je pense juste que ça va obliger Intel à descendre ses prix. C'est-à-dire que Intel va plus pouvoir faire des CPU à 1000$ et va devoir se rabattre et les descendre pour s'aligner avec les prix que fait AMD. Parce que AMD propose les mêmes performances pour beaucoup moins cher. Chose que Intel aurait très bien pu faire, c'est-à-dire que le même processeur, le i7 6950X là, qui coûte 1300$, Intel aurait pu le sortir à 700$
ou 600$. C'est juste qu'à mon avis, ils se sont dit genre AMD peut rien faire pour l'instant, on va mettre les prix très hauts, le plus haut qu'on peut, juste pour se faire un max de profit là-dessus. Sauf que là, AMD, comme AMD revient dans la course, bah genre Intel est genre ok, genre on n'a pas tant peur que ça, mais on a bien profité de tout le pognon qu'on s'était fait parce qu'on avait le monopole. Mais du coup maintenant on est obligé de baisser nos prix parce que sinon on va se faire éclater par AMD et puis là ils vont clairement reprendre des parts de marché. Donc si on veut rester compétitif, faut qu'on baisse nos prix. Mais je pense qu'au niveau performance, recherche et développement, Intel a pas tant peur que ça d'AMD parce que grosso modo les deux compagnies sont à mon avis au même point. Même Intel investit beaucoup plus que AMD en recherche et développement également. Et Intel est peut-être en avance sur certains trucs, mais les dévoile pas encore et attend qu'AMD fasse un move avec Ryzen. C'est tout. Donc c'est sûr, ça peut apporter que du bien et moi j'attends de voir vraiment la descente des prix de la part de Intel, etc., etc. Je trouve que Ryzen, ça va apporter un gros vent de fraîcheur sur le marché des CPU au niveau du PC. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus et je ne peux que remercier AMD pour ça. Mais je vois pas comment ils pourraient faire couler Intel. Pareil pour Vega et Nvidia. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de Kaby Lake, hein, un petit peu. Donc apparemment, il y a des petits tests qui ont été faits featuring le nouveau Pentium 4560 G. 4560, ce petit Pentium qui vaut 64$. Donc grosso modo, vous pouvez le trouver à 70-75€. Et donc, il a été testé sur différents jeux avec 16 Go de DDR4 et avec différentes cartes graphiques. Donc, soit une RX 460, une RX 470 ou une RX 480. Et en gros, il a été comparé à l'i7 7700K. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris les deux profs, ils ont pris le Pentium, ils ont pris l'i7 7700K, ils ont pris 3 cartes graphiques et ils ont fait des tests in-game, des benchmarks in-game pour voir si le Pentium G4560 était suffisant pour jouer avec une petite carte de chez AMD. Et grosso modo, donc sur Firestrike, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, on a les résultats avec le i7 plus RX 480, Pentium plus RX 480. À chaque fois, c'est ça. Pentium plus RX 470, etc. Vous comprenez. Et comme vous pouvez le voir, sur Firestrike, 3D Mark, on est quasiment au même point. C'est-à-dire que le Pentium et la RX 480 arrivent quasiment à matcher les performances de l'i7 et de la RX 480. Et ça, quelle que soit la carte graphique. Avec la 470, c'est pareil. Avec la 460, c'est pareil. C'est assez oufissime. Ensuite, ils se sont dit, bon, on va tester en jeu. Ages of the Singularity. Ok. Clairement, on a moins de FPS quand on augmente la carte graphique. C'est là que vous voyez un petit peu le bottleneck fait par le processeur. C'est-à-dire que quand vous mettez une RX 460, on a quasiment les mêmes performances. Parce que bah, le processeur est assez puissant pour faire travailler à fond la carte graphique. La carte graphique travaille à fond, elle est au max. Et du coup là, c'est la carte graphique qui limite les performances. Quand on passe sur la RX 470, bah là vous voyez que les i7 arrivent à envoyer plus d'informations et de commandes de calcul à la RX 470. Du coup, la RX 470 travaille un petit peu plus que si c'est le Pentium. Parce que là, le Pentium doit commencer à bottleneck et à être au maximum de sa capacité. Et du coup, on a un petit écart qui se crée. Et quand on passe sur la RX 480, c'est encore plus flagrant. On a encore un plus grand écart. Mais ça, c'est sur Ages of the Singularity en 1080p, high settings sur du DirectX 12. Et Ages of the Singularity, c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources processeurs. Si on passe sur un jeu qui prend moins de ressources processeurs, comme Doom, avec l'API Vulkan 1080p en ultra, vous voyez que là, du coup, le processeur est beaucoup moins sollicité dans le jeu, donc il a beaucoup moins de commandes à envoyer, mais il en envoie quand même, et du coup, le Pentium arrive très bien à suivre la cadence. Et là, le Pentium ne bottleneck pas du tout la carte graphique, c'est la carte graphique qui doit travailler à fond, et ça revient au même d'avoir un Pentium ou un i7, quelle que soit la carte graphique. C'est assez oufissime, c'est-à-dire que avec un processeur qui vaut 75$, vous pouvez jouer aussi bien qu'avec un processeur qui en vaut 350$. Si vous jouez à Doom par exemple, si vous prenez un Pentium, ça fera le même travail qu'un i7. Vous aurez autant de performance. Sur Gears of War 4, on retrouve un petit peu la même tendance, sauf que bah, voilà, quand on augmente la puissance de la carte graphique, on a encore un petit écart. C'est moins flagrant que sur Ages of Singularity,
mais on retrouve un petit peu cet écart. Sur Resident Evil 7, pas d'écart du tout. Vous voyez, même sur des gros jeux, même sur des très gros jeux, le Pentium arrive à s'en sortir très 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 bien. C'est assez impressionnant. Titanfall 2, pareil. Là, vous me dites, c'est quand même fou. Watch Dogs 2, par exemple, qui est un jeu un petit peu plus gourmand parce que c'est de l'open world, etc. On a une petite différence. La différence est quand même assez minime. 6 FPS, c'est pas grand chose. Sachant que vous économisez 250$ sur votre processeur. C'est pas grand chose. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de ces benchmarks, c'est que si vous faites des petits jeux, des jeux tranquilles, même si vous voulez tester des gros jeux, mais qui ne sont pas des jeux qui demandent beaucoup de ressources processeurs, c'est-à-dire pas des jeux qui sont des gros jeux open world ou des gros jeux multi, ben vous êtes vraiment... vous pouvez vraiment économiser juste en prenant un Pentium. La nouvelle génération des Pentium Kaby Lake, donc le G4560, s'en sort extrêmement bien face à un i7. Et si vous couplez ça à une petite carte graphique, genre je prendrais pas une RX 480, parce que comme vous pouvez le voir, ça bottleneck un petit peu sur certains jeux, la RX 480, quand même pas mal. Le bottleneck est quand même moins présent si vous prenez une RX 470. Donc je prendrais une RX 470 pour commencer avec un petit Pentium. Ça vous fait un PC qui est vraiment pas cher. Vous pouvez vous en sortir à 70 pour le Pros, 200 pour, même pas 160 pour la RX 470. Vous êtes à 230$ et pour 450$, du coup 500€, vous avez un PC qui fait tourner pas mal de jeux plutôt très très bien. Genre 80 FPS sur Titanfall 2, 100 FPS sur Resident Evil 7, etc., etc. Voilà. Bon, on a parlé beaucoup d'AMD, on a parlé beaucoup de Ryzen, je vous ai parlé un petit peu d'Intel, on va parler un petit peu de Nvidia. Vous savez qu'il y a la GDC qui s'en vient très bientôt, donc Game Developer Conference ou quelque chose comme ça, ouais, Gamer Developer Conference, un truc du style. Et il y a également un petit événement Nvidia qui s'en vient le 28 février à San Francisco, qui s'appelle la GeForce GTX Gaming Celebration. Et vous voyez, c'est la première réponse, je pense, de Nvidia face à la sortie de Ryzen et à la sortie très très proche également d'AMD Vega, des nouvelles cartes RX 500, RX 500, RX 490 et puis RX 500. Donc on pense, il y a de fortes chances que Nvidia décide de dévoiler sa nouvelle GTX 1080 Ti lors de cet événement le 28 février à San Francisco. Donc il y aurait potentiellement également un refresh total de la génération Pascal qui serait potentiellement les cartes GTX 1000 mais qui serait cadencées plus rapidement et avec de la GDDR5X pour tout le monde. Enfin pour tout le monde. Sur la gamme 1170 par exemple, que la GDDR5X ne soit plus réservée qu'à la 1080 mais qu'elle soit également mise sur les modèles un petit peu inférieurs comme les 1070. Donc il y aurait potentiellement un refresh de la génération Pascal. Mais en attendant, on ne sait pas trop. Ça se trouve, ça va juste être l'annonce de la 1080 Ti. Ça se trouve, ça va être l'annonce du refresh de la génération Pascal pour cette année. Ça se trouve, ça va être les deux. Aucune idée. Et il y a également AMD qui fait un événement, l'événement Capsicum, ce jour-là, pour certainement annoncer Vega et potentiellement parler de Ryzen. Donc le 28 février, ça va être une journée très très riche en événements. On en parlera la semaine prochaine dans le Tech Talk, parce que ça se passera 2-3 jours après. On en parlera également dans 2 semaines, quand l'événement sera passé. Mais un event Nvidia et un event AMD, ça promet quand même pas mal de news et de choses croustillantes à se mettre sous la dent. Ensuite, on va passer à un petit peu des news de téléphone. Le LG G6, j'ai vu ça, et ça m'a un petit peu interpellé parce que donc il a été leaké un petit peu en photo. Et en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'à la base, le LG G6 était annoncé pour être borderless, donc avoir un écran sans bord. Donc là, on a 2 photos qui ont leaké. Celle-là montre un léger bord, donc ce qui est un petit peu décevant, je veux dire. C'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce qui avait été annoncé par la marque, même si l'écran recouvre quand même 85% de la surface de l'appareil. C'est-à-dire que là, les bordures sont quand même très 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 fines. Mais ce qui avait été annoncé, c'était cette photo-là.
Perfect Proportion. Qui était genre, moi je pensais que ça c'était le téléphone. Vous voyez la barre en bas là? Pour le menu, hop, les options et puis retour. Et je me disais genre ça c'est ta face de téléphone. Ça c'est ton écran. Genre ton écran fait tout ton téléphone. Genre t'as 0 bord sur tout l'écran. Et genre j'étais genre oh ça va être fou. Ça va être fou. Et ils étaient là. Et normalement LG avait dit oui, le fabricant a particulièrement mis l'accès sur le grand écran bezel-less. Donc bezel-less c'est sans bord. Et du coup moi j'étais genre bah ok l'écran est sans bord. Et après il y a des photos qui ont leaké qui montraient un écran avec un petit bord. J'étais genre faut savoir. Mais du coup je pense qu'on en saura plus très prochainement. Mais j'espère qu'on aura un écran sans bord. Parce que franchement c'est quand même vraiment classe. En attendant c'est un écran avec un ratio 18:9 avec une définition pas Ultra HD mais QHD+, donc 2880 pixels par 1440. Ah, et il couvrirait presque la totalité de la face avant. Voilà. On va continuer sur les téléphones. Android et iOS qui détiennent 99,6% du marché. Ça fait beaucoup. Ça fait très peu de place. Ça laisse très peu de place à Windows Phone, à BlackBerry ou à d'autres OS. Donc voilà un petit peu le tableau. En gros, il y a 80% du marché qui est détenu par Android, 17% par iOS, du coup tous les smartphones, Windows Phone 1%, BlackBerry 0,2% et les autres OS sont à 0,2%. Donc on a vraiment un énorme monopole de la part d'Android et d'iOS, ce qui peut être un petit peu dangereux au niveau de la compétitivité et puis au niveau de l'innovation d'un point de vue interface, d'un point de vue système d'exploitation sur les téléphones. Avoir seulement deux monopoles majeurs, enfin deux marques présentes ou plutôt deux grands comment dire, avoir deux personnes ou plutôt deux OS qui se partagent tout le marché, ça peut être un petit problématique. Il faudrait qu'il y en ait un troisième. C'est-à-dire que si Windows Phone avait au moins 15% des parts du marché mobile, ça serait mieux. D'un point de vue compétitivité, innovation technologique et amélioration des OS pour téléphone et pour tablette, etc., ça apporterait quand même un petit plus. On va parler un petit peu de l'iPhone 8. Apparemment, il n'y aurait plus de lecteur d'empreintes digitales. Plus du tout de lecteur d'empreintes digitales, mais il y aurait de la reconnaissance faciale. Donc c'est une rumeur. C'est une rumeur et également c'est une rumeur qui concerne l'iPhone 8 parce qu'apparemment ça sera un iPhone 8 et pas un iPhone 7S. Donc le lecteur d'empreintes digitales pourrait être totalement supprimé et pourrait remplacer par un scanner 3D pour la totalité du visage. Pas seulement l'iris, ça prendra en compte l'iris de votre œil et également la totalité du visage. Donc ça, il va peut-être falloir attendre un petit peu la conférence d'Apple en septembre pour en savoir plus. De toute façon, il y a certainement d'autres informations qui vont leaker en attendant, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. On va parler un petit peu de la Switch, légèrement, comme quoi il y a un utilisateur, d'abord il y a un utilisateur qui l'a reçu et qui a un petit peu filmé la nouvelle interface de la Switch, il l'a reçu en avance. Mais première news qui concerne que les jeux et les DLC seront liés à votre compte Nintendo Switch et plus à la console. Ce qui est extrêmement bien. C'est-à-dire que de la même façon que si vous vous connectez à votre compte PlayStation sur n'importe quelle PlayStation 4, vous pouvez télécharger vos jeux et vous avez accès à vos jeux. Pareil sur le Xbox. Genre si vous vous connectez sur votre compte Microsoft, techniquement vous avez accès à vos jeux. Pareil sur PC. Vous arrivez sur un PC, vous mettez votre compte Steam, vous avez accès à vos jeux. C'est bon. Là, ça serait pareil sur Nintendo Switch, ce qui n'était pas le cas sur Wii U, etc. Là, du coup, les DLC et les jeux sont liés à votre compte et pas à la console. Ce qui fait que vous pouvez un petit peu vous balader, etc. Ensuite, d'ailleurs, la Nintendo Switch qui passe sous les 295€ chez Carrefour. Donc si vous voulez la Nintendo Switch, allez l'acheter chez Carrefour. C'est la seule raison pour laquelle j'ai mis cette news. C'est que si vous voulez la Switch, allez l'acheter chez Carrefour. Voilà. Elle était à 300$, à 300€ à la Fnac. Elle est passée un petit peu moins chère chez Carrefour. Bon, et donc, on va parler maintenant de l'interface dévoilée par un mec qui s'appelle NeoGAF. Enfin, NeoGAF, non. Le site NeoGAF, un de ses utilisateurs, a publié une vidéo de l'interface de la Switch parce qu'il l'a reçue en avance.
Donc on peut regarder ça. Voilà un petit peu la vidéo. Il peut l'allumer. Là, au début, il y a la configuration du système, etc. La date et tout. Hop, il configure les joysticks, il configure son nom, son compte, etc., etc. Le setup est complet. Quasiment complet. Le setup a l'air de prendre pas mal de temps. Bref, il vous montre un petit peu toute la partie setup et la partie settings de la Nintendo Switch. Donc on peut voir pas mal de choses. Bon, c'est dommage pour lui, il peut pas encore jouer au jeu, etc. Mais il a quand même eu la Switch en avance. C'est quand même pas dégueulasse, quoi. Le mec a eu la Switch en avance. Voilà. Hein. C'est quand même fou. On va ensuite parler du Nokia 3310 qui apparemment pourrait faire un retour sur le marché des téléphones. Eh oui, eh oui, eh oui, vous avez bien entendu. Donc en gros, Nokia pourrait présenter lors du MCW, donc Mobile Convention Congress, Mobile World Congress, donc le congrès mondial sur la téléphonie mobile, qui a lieu du 27 février au 2 mars. Également, c'est là qu'on aura plus d'informations sur le LG G6, hein, et non, pas forcément sur l'iPhone 7. Donc, il pourrait proposer et présenter une version améliorée de son Nokia 3310. Donc, à voir ce qu'ils vont faire, à voir s'ils vont le mettre à jour, à voir s'ils vont proposer le même design, la même robustesse, mais par exemple avec un meilleur écran, avec des meilleures touches, avec peut-être un aspect un peu plus smartphone, etc. Ou s'ils vont juste refaire le même, genre techniquement le même, genre avec un écran couleur par exemple, c'est tout, mais sans rien changer à l'intérieur. Donc, faut voir. Il s'est quand même vendu à 260 millions d'exemplaires depuis les années 2000, alors que l'iPhone 5 s'est par exemple vendu à 70 millions. C'était un téléphone comme ça, le 3310, il était génial. Il était vraiment, vraiment génial. C'était le téléphone phare de chez Nokia, c'était fou. C'était fou. Et dernière news, on va parler d'un hacker qui a assemblé 8 GTX 1080 pour casser des mots de passe. Donc il faut savoir qu'en fait, les cartes graphiques sont plus puissantes en termes de puissance de calcul brut qu'un processeur. Le problème, c'est qu'elles sont généralement dédiées pour faire certaines tâches précises. Genre, tu peux pas faire ce que tu veux à ta carte graphique. Mais faire du brute force pour tester des mots de passe et des mots de passe en boucle pour essayer de les craquer, ça, c'est un truc que peut faire une carte graphique. Et du coup, si tu en mets 8 ensemble pour multiplier leur puissance de calcul, effectivement, tu obtiens un truc assez colossal en termes de performance qui peut aller assez vite et craquer pas mal de mots de passe à la seconde. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est il a clairement fait un super calculateur. Il a acheté 2 Xeon, 64 Go de mémoire vive, un SSD de 1 Tera, et puis 8 GTX 1080. Voilà. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé une Ubuntu. Hop, et puis il a installé 2 programmes pour casser des mots de passe, Hcache et HView. Et ensuite, il l'a testé sur une sélection de plein de mots de passe. En gros, la machine a atteint les 341 GHz par seconde. En gros, il pouvait casser 341 gigahash, ça représente des dizaines de milliards de mots de passe, grosso modo, par seconde. Je pense que un mot de passe doit être codé en quelque chose hash, genre un méga hash ou un truc comme ça. Et du coup, lui, il est arrivé à en craquer quand même beaucoup. Je pense que c'était de la brute force qu'il utilisait parce que c'est ce qui est le plus simple et c'est souvent ce qui demande le plus de puissance de calcul si jamais tu veux... Enfin, pas ce qui demande le plus de puissance de calcul, mais genre si tu veux aller vite, etc., c'est là que tu peux multiplier ta puissance de calcul pour tester le plus de mots de passe possible à la seconde. Voilà. Bon. Non, le SLI est pas forcément limité à 4 cartes, tu peux aller jusqu'à 8 cartes. Tu peux aller jusqu'à plein de cartes, 8 cartes, voire même 9, ça dépend. Non, je pense que le maximum c'est 8 ou 9, peut-être 10. Je sais plus. Mais après, ça prend des settings précis, etc. Enfin bref, ça prend un petit peu de management au niveau des cartes et tout. Qu'est-ce que tu penses de la Switch ? Je pense que ça va être une bonne console, mais qu'elle est vendue un petit peu cher par rapport aux consoles habituelles de Nintendo.
Bon allez, en attendant, j'espère que ce Tech Talk vous aura plu, c'était un petit peu long, je vais vous laisser. Euh, Puis comme d'habitude, ceux qui regardent en VO2 sur YouTube, n'oubliez pas de liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Puis comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.